Septième commandement. J'ai traité de l'amour jusqu'à présent comme s'il était le même chez l'homme et chez la femme. Il est temps de dire quelques mots des différences. À vrai dire, elles ne sont ni grandes ni nombreuses. C'est dans l'amour que l'homme et la femme se ressemblent le plus. Chez la femme comme chez l'homme, l'amour est un besoin physique, et sans que personne puisse être sûr de ces choses, il semble qu'il y a autant de femmes que la sensualité domine qu'il y a d'hommes dans ce cas, et autant de femmes affectées de frigidité qu'il y a d'hommes, et ils sont très nombreux, dans cet état. Chez la femme comme chez l'homme, l'amour est curiosité. Chez la femme comme chez l'homme, il est tantôt désir de possession, tantôt désir d'être possédé, tantôt désir de possession réciproque. Il y a pourtant quelques différences à noter brièvement. La principale est assurément que, de nature, la femme est plutôt monogame et l'homme plutôt polygame. De nature, la femme destinée à porter l'enfant, à enfanter, à allaiter, à nourrir, à élever, a besoin de s'attacher à un seul homme jusqu'à l'âge où elle a peu de chances d'en trouver un autre à qui s'attacher. Donc elle a besoin de monogamie, et l'instinct se faisant peu à peu à travers des générations des besoins de l'espèce, elle a l'instinct monogamique. C'est la civilisation seule qui peut la détourner de cet instinct. Je ne sais plus qui a dit « c'est la nature qui fait les duos, les trios, c'est la société ». Il en résulte que la femme est en général plus constante que l'homme, l'idée d'inconstance n'étant jamais préalable à son premier amour. Dans le peuple, la fillette de 16 ans qui se livre croit toujours que c'est pour la vie. L'homme, n'ayant pas les mêmes raisons naturelles d'être monogame, est polygame par amour physique dans les temps où sa compagne ne peut le satisfaire, et par curiosité dans tous les temps, et par amour de la conquête dans tous les temps. L'idée de l'infidélité est presque toujours préalable à son premier amour, et il n'y a guère d'homme qui, prenant une compagne, n'ait quelque arrière-pensée d'en prendre une autre après celle-ci. C'est par devoir et par raison, sauf le cas de frigidité, que l'homme est monogame. C'est la nature qui fait l'instinct monogamique des femmes, et c'est la civilisation qui fait leur tendance polygamique. C'est la nature qui fait le polygamisme des hommes, et la civilisation qui les fait monogames. Les hommes en ont conclu que l'infidélité des femmes était une monstruosité et la leur une bagatelle. C'est une erreur. Il faut vivre, il est vrai, conformément à sa nature. Mais la révolte contre une rigueur tyrannique de la nature est excusable précisément en raison de la rigueur de cette tyrannie. De même, je le reconnais, que la révolte contre la tyrannie de la société, voilà pour l'homme, est excusable en raison de la rigueur de cette tyrannie, de sorte que je vois dans l'adultère toujours une faute, mais une faute égale des deux parts et qui doit être pardonnée quand elle n'est qu'accidentelle. On a dit 100 fois que l'adultère féminin est plus grave parce qu'il apporte dans la famille des enfants qui viennent de l'étranger. Il est vite répondu que c'est précisément ce que fait l'adultère masculin dans le foyer d'un autre, et par conséquent, les choses sont égales. Le crime de l'adultère, du reste, n'est pas de donner des enfants à quelqu'un qui ne les a pas faits, c'est de n'en pas faire. L'homme adultère, la femme adultère ont des raisons de prendre le plus grand soin de ne pas faire d'enfants adultérins. Leur œuvre est donc au détriment de la race et de la société, et l'adultère est crime à la fois antinaturel et antisocial, mais toujours égal de la part de la femme et de la part de l'homme. Les femmes aiment donc les hommes de la même façon que les hommes aiment les femmes, avec plus de tendance, somme toute, à la fidélité et à la constance. Voilà un premier point. D'autre part, les femmes étant naturellement impulsives plus que ne l'est l'homme, c'est elles plus que l'homme qui font de l'amour un duel. J'ai dit, en boutade, les femmes aiment comme les hommes détestent. Ce n'est pas vrai, mais il y a du vrai, et elles sont épiantes par amour, querelleuses par amour, récriminatrices par amour, comme nous sommes épiants par haine, querelleurs par haine, et par haine, récriminateurs. Elles prouvent leur amour par l'espionnage qu'elles exercent sur nous, et nous serions inquiets sur leur cœur si elles ne nous épiaient pas avec le même regard attentif dont nous surveillons notre ennemi. Une femme amoureuse, c'est une femme à l'affût. Elles prouvent leur amour, et du reste l'exercent, par les querelles qu'elles nous font. Elles ne comprennent guère l'amour tranquille. Mot authentique d'une amoureuse. « Tu ne m'aimes pas, tu ne me fais jamais de scène. » Elle ne se trompait que de sexe. Elle attribuait à l'homme comme devoir d'amour la façon d'aimer des femmes. Elles sont récriminatrices à souhait, comme nous le sommes à l'égard de l'adversaire que nous prenons ou que nous croyons prendre en faute. Tous nos défauts sont énumérés par elles avec une connaissance de la perfection et un amour de la perfection qui a quelque chose de terrible.
Preuve d'amour encore, si je ne t'aime pas, je ne verrai pas tes défauts, puisqu'il ne me serait indifférent que tu en eusses. Pour ce qui est de la jalousie, les femmes ne l'éprouvent pas d'une façon plus violente que les hommes, mais elles l'expriment plus violemment et peut-être l'étendent à plus de choses. L'homme jaloux, en général, n'est jaloux que de l'homme qui aime sa femme. La femme est souvent jalouse de tout ce qu'aime son compagnon, de son métier, de son ambition, de ses livres, de ses journaux et de son écritoire. On ne voit guère de mari qui soit jaloux de grands magasins. Les maris sont nombreux dont la femme est jalouse de la Bibliothèque nationale. La vérité, c'est qu'ici, elles ne font aucune distinction entre la qualité et le défaut qui l'avoisinent. En cela, elles rivalisent avec la Rochefoucauld. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie, elles prennent la jalousie pour l'amour. L'amour, c'est la jalousie, dit une femme du théâtre de Jules Lemaître. Et elles n'ont tort qu'à moitié, car s'il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour, cela est vrai de l'homme, et chez la femme, il y a dans la jalousie plus d'amour que d'amour-propre. Mais encore la jalousie est le défaut de l'amour, étant l'amour sous forme unique du délire de la possession et non pas sous sa forme du désir d'être possédé, ni sous sa forme du désir de possession réciproque. En somme, les femmes amoureuses sont en général persécutrices. Les poètes comiques, notamment M. de Portoriche, dans son admirable Amoureuse, se sont divertis à ce sujet. Certes, cela prouve qu'elles aiment, mais leur tort est de croire que le contraire prouve qu'on n'aime point. Si le silence est la fleur chaste de l'amour, comme a dit merveilleusement Henry Heine, les manifestations véhémentes en sont les épines. Mais quoi ? Elles sont impulsives et l'homme est trop réfléchi. Cela fait des différences assez sensibles en des choses qui au fond sont égales. Ajoutez, ce qui rentre dans le même ordre d'idées, qu'elles sont hyperboliques, ou si vous préférez, idéalisatrices. Elles ont divinisé l'amour, et à force de le diviniser, elles souffrent de la distance qu'il y a entre la terre et l'Olympe. Nietzsche dit très bien « L'idolâtrie que les femmes professent à l'égard de l'amour est au fond et originairement une invention de leur adresse, en ce sens que par toutes ces idéalisations de l'amour, elles augmentent leur pouvoir et se montrent aux yeux des hommes toujours plus désirables. Mais l'accoutumance séculaire à cette estime exagérée de l'amour a fait qu'elles sont tombées dans leur propre filet et ont oublié cette origine. Elles-mêmes sont à présent plus dupes encore que les hommes et partant souffrent plus aussi de la désillusion qui se produira nécessairement dans la vie de toute femme. À quoi je n'ai rien à ajouter ni à retrancher. Enfin, dernier point qu'a touché Nietzsche, mais où je crois qu'il se trompe partiellement, les femmes sont plus intelligentes que l'homme. L'intelligence des femmes se montre comme une maîtrise complète, présence d'esprit, utilisation de tous les avantages. Elles la transmettent en héritage comme leur qualité fondamentale à leurs enfants et le père y ajoute le fond plus obscur de la volonté. Son influence détermine, pour ainsi dire, le rythme et l'harmonie avec lesquels la vie nouvelle doit être exécutée. Mais la mélodie provient de la femme. Soit dit pour les gens qui sont capables de se rendre compte. Les femmes ont l'entendement, les hommes la sensibilité et la passion. Cela n'est pas contredit parce que les hommes portent en effet leur entendement beaucoup plus loin. Ils ont des mobiles plus profonds, plus puissants. Ce sont ces mobiles qui portent si loin leur entendement, lequel en soi est quelque chose de passif. Les femmes s'étonnent souvent sous cape du grand respect que les hommes portent à leur sensibilité. Si dans le choix de leur compagne, les hommes cherchent avant tout un être profond, plein de sensibilité, les femmes au contraire, un être habile, avisé et brillant, on voit clairement au fond que l'homme recherche l'homme idéal, la femme idéale, qu'ainsi ils ne cherchent pas le complément mais l'achèvement de leur avantage propre. Je ne crois pas un mot de cette théorie en son fond et pour moi l'homme est aussi intelligent que la femme et la femme que l'homme, mais non pas plus. Et la sensibilité et la passion sont plus grandes chez la femme que chez l'homme. Et la volonté constante, ce que du reste Nietzsche admet, est plus grande chez l'homme. Et au fond Nietzsche se trompe ici absolument. Mais s'il avait voulu dire seulement que la femme est plus intelligente que l'homme, en amour, il aurait parfaitement raison. Nous avons vu Nietzsche parler du talent de l'amitié. Les femmes ont le talent de l'amour. Chacune est un Don Juan qui n'exercera peut-être ses adresses que sur un seul homme, mais qui a toutes les habiletés d'un séducteur. La plus bête est en cela plus intelligente qu'elle n'est en toute autre chose. Psychologue observateur, comme un enfant, c'est-à-dire d'une façon merveilleuse,
Elle connaît et comprend très vite tout le caractère de celui qu'elle veut conquérir ou garder et agit en conséquence. Avec des maladresses sans doute et des gaucheries, car elle reste impulsive et l'on tremble à l'imaginer quelle serait sa puissance si elle ne l'était pas. Mais avec des stratégies, cependant, extrêmement fines, couvertes et enveloppantes. On peut dire en général qu'un mari ne connaît pas le caractère de sa femme et que la femme connaît le caractère de son mari mieux que lui ne le connaît lui-même. Là est la supériorité d'intelligence de la femme sur l'homme, là seulement. Mais elle est certaine, et c'est cela sans doute qui aura entraîné Nietzsche à une généralisation incontestablement très contestable. Les manières d'aimer des hommes et des femmes sont donc les mêmes avec des différences vraiment légères, sensibles pourtant, qui tiennent soit à l'impulsivité de la femme, soit à ses facultés d'idéalisation, soit à son adresse d'esclave, qui a eu depuis des siècles le besoin d'avoir recours à la ruse. De ces différences, il y en a une pourtant qui est radicale, c'est la pudeur. La femme est pudique. L'homme ne l'est pas ou ne l'est que par emprunt et pour être agréable à sa pudique compagne. Et chez l'homme, la pudeur n'est que le respect de la pudeur. La pudeur consiste à faire toujours désirer quelque chose en refusant toujours quelque chose et en se réservant toujours quelque chose à refuser. En cela, elle est, sinon la mère de l'amour, comme a dit Stendhal, puisque d'une femme pour qui nous n'aurions pas de curiosité, il nous est indifférent qu'elle soit pudique ou ne le soit point. Mais elle est la très puissante auxiliaire de l'amour. Socrate dirait l'accoucheuse de l'amour, puisque, excitant la curiosité quand elle commence à exister, elle l'aide à naître, l'anime, la fait vivre et la dispose à devenir toujours plus grande. D'autre part, la pudeur consiste à montrer que la faveur qu'on accorde, si petite soit-elle, coûte à la fierté, à la dignité, et arrachée par la passion et par conséquent, ne serait pas accordée à un autre. Et en cela, elle flatte le désir de possession et le satisfait, et par ainsi elle est encore un puissant auxiliaire de l'amour naissant. La pudeur a 1000 formes, qui sont incohérentes et contradictoires. Une femme montre au bal ce qu'elle cache au bain de mer, et montre au bain de mer ce qu'elle cache au bal. Une femme de Madagascar, dit Stendhal, laisse voir sans y songer ce qu'on cache le plus ici et mourrait de honte plutôt que de montrer ses bras. Il en est de la pudeur comme du bien. Nous ne savons rien du bien, excepté qu'il faut le faire. Les femmes ne savent rien de la pudeur, excepté qu'il faut en avoir, mais il suffit pour leur dessein et la manière n'a pas d'importance.